Bonjour à tous. Donc, je me présente, Dominique Parganin. Je suis scientifique de formation et non, ça marche pas. Vous avez un casque? Il faut un casque. Je dirige le département innovation de l'Agence développement du Val-de-Marne et donc je suis à l'initiative de cette convention. J'espère que ça se passera bien pour vous. Dans un poste précédent, j'étais responsable de la valorisation de la recherche au CNAM. Donc voilà, je suis très sensibilisée au thème des SAT, on va en parler. Alors, normalement, ce qui était prévu, c'était d'accueillir 4 conférenciers aujourd'hui. Alors, Lionel Pujol s'excuse, mais il est malade. Et Anthony Paz venait d'Espagne et il n'est pas arrivé. Bon, donc heureusement, nous avons 2 excellents conférenciers et nous allons approfondir le thème des SAT. Donc, depuis 30 ans, c'est vrai que la valorisation de la recherche a évolué et essaye de trouver un modèle de plus en plus compétitif. Et avec le grand emprunt est né le concept de société pour l'accélération du transfert de technologie. Bon, c'est encore, pour l'instant, ce n'est pas actif puisque les équipes sont en cours de recrutement. Mais pour voir un petit peu comment ça va se passer, où maintenant on passe sur un modèle privé quand même de valorisation de la recherche, je vais d'abord passer la parole à Philippe Delehard, que je vais présenter en 2 secondes. Alors Philippe, vous êtes ingénieur de formation, vous avez travaillé pendant 8 ans au Canada dans le secteur pétrolier. En France. D'accord, excusez-moi. En France. Et vous avez rejoint InnoTSD, donc qui s'occupe d'accompagner tous les projets d'innovation et de développement économique. Et en particulier, vous avez travaillé pour la constitution de la SAT PACA. Hein. Donc je vais vous poser la question, je pense que vous pouvez prendre ce micro-là. Poser la question, pour vous, les SAT, vers quoi on évolue au niveau de la valorisation de la recherche? Quels vont être les changements par rapport aux cellules de valorisation ou aux SAIC qu'on connaissait bien? Alors, on va... 2 petites secondes. Non. Allez-y. Pour l'instant. Donc effectivement, je crois que ce qui change tout d'abord, c'est la taille critique. Puisque, pour donner quelques chiffres, le programme des SAT dans les investissements d'avenir, autrement dit le grand emprunt, ça représente 900 millions d'euros. Et 900 millions d'euros pour une dizaine de SAT. Donc, ce qui veut dire que chaque SAT recevra pendant 10 années l'équivalent d'à peu près 80-90 millions d'euros. Donc déjà, on est en termes de taille dans un schéma qu'on n'avait jamais vu auparavant. Ensuite, le deuxième apport par rapport à ce qui précède, c'est qu'on a effectivement des outils qui réunissent au niveau régional l'ensemble des acteurs, puisqu'on demande aux SAT de réunir des universités, des EPST comme le CNRS, l'INSERM, l'INRIA et des écoles d'ingénieurs également. Donc on a au niveau de la SAT également une fédération régionale. Et puis le troisième point, c'est que la SAT couvre l'ensemble de la gamme de la valorisation de la recherche, c'est-à-dire de la détection dans les laboratoires, toutes les analyses nécessaires au dépôt de brevet, la maturation, on va en reparler après, qui est un point très important puisqu'on sait tous que entre la découverte, l'invention d'un chercheur et la mise sur le marché, il y a besoin de faire des travaux complémentaires. Et c'est ce maillon-là qui manque dans beaucoup de pays, notamment en Allemagne par exemple. Et puis ensuite, eh bien, effectivement, la licence, la vente de brevets ou la licence. Et la création d'entreprise. Donc je dirais que pour moi, 3 points importants, la taille, le niveau régional et puis la gamme complète des services à la valorisation de la recherche. D'accord, merci. À votre gauche, Bernard Jacquet. Bernard Jacquet, qui est actuellement directeur de la recherche et de la valorisation à l'université Paris-Créteil, qu'on appellera plus communément UPEC, hein, comme on l'appelle ici. Vous êtes docteur en biologie et également diplômé en intelligence économique. Donc après avoir travaillé dans le privé, vous avez rejoint l'université de Paris-Sud et depuis 2007, donc vous êtes à l'UPEC à Créteil sur la recherche et valorisation de la recherche. Donc vous êtes impliqué dans le dossier de constitution de l'une des 5 SAT qui a été labellisée. C'est la SAT Île-de-France Innove. Oui, tout à fait. Alors comment... ça serait bien que vous me parliez de cette SAT-là. Quels organismes elle va regrouper et comment ça...
comment ça va fonctionner si on le sait actuellement. D'accord. Alors, la SAT Île-de-France Innove, c'est une SAT. Je pense que le premier chiffre clé, c'est que c'est 7000 équivalents temps plein chercheurs. Quand on parlait de l'effet de masse, là, donc, on voit que par rapport à une cellule de valorisation classique, on démultiplie les choses. 7000 équivalents temps plein chercheurs répartis sur... C'est bon, tout le monde entend ? Voilà. Donc 7000 équivalents temps plein chercheurs, 5 actionnaires publics qui sont le Presse Université Paris-Est, le Presse Sorbonne Paris-Cité et l'Université de Cergy-Pontoise, avec également donc le CNRS et l'INSERM. Derrière ces 5 actionnaires, c'est 17 établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui sont les tutelles des laboratoires. Je pense que ça c'est important aussi de le dire, parce que donc on a un phénomène de simplification quand même du paysage assez important. Et les 7000 équivalents temps plein chercheurs, ils travaillent pour la SAT Île-de-France Innove principalement sur 3 grands secteurs. Le secteur de la santé, où on représente quand même 30% des laboratoires français. Je ne vais pas dire le chiffre qu'on représente en termes de portefeuille brevet d'INSERM transfert, mais c'est assez considérable. Donc c'est un secteur santé sur lequel on a focalisé sur des sous-secteurs qui sont tout ce qui est lié à l'immunité et aux recherches sur le vaccin. Ainsi que la cardiologie et les maladies cardiovasculaires, l'hématologie et les cancers, et tout ce qui va être transdisciplinaire entre la santé et l'environnement, puisque le deuxième gros pôle de la SAT, c'est le secteur ville, environnement, ingénierie, fortement représenté par le pôle Paris-Est et notamment la Cité Descartes, où on a tous les organismes du MEDEM qui sont présents, l'école des ponts, l'IFSTAR, l'IFSTAR c'est lui-même le LCPC et l'INRETS, et le CSTB. Donc on a les principaux acteurs du bâtiment et de la ville qui sont représentés sur la Cité Descartes et qui donc représentent une des grosses forces de ce deuxième pôle. Donc on est sur la santé, sur la ville, l'environnement, l'ingénierie et sur tout ce qui va se faire à l'interface entre ces deux secteurs, où là il y a des enjeux quand même relativement considérables. À titre d'exemple, par exemple, sur tout ce qui est qualité de l'air intérieur, il y a beaucoup de choses à développer et des pépites à faire. Et enfin le troisième pôle, qui est, je pense, une des nouveautés dans les SAT, c'est que notre projet a centré le pôle des sciences, ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales. Donc là, on ne va pas être à proprement parler sur le brevet, mais on s'est fixé comme objectif d'ici 3 ans d'arriver à sortir au moins une première réussite en termes de valorisation. Donc là, on a fait des recherches quand on a monté le projet. On sait clairement que ni en France ni en Europe, on n'est pas bon sur le fait de valoriser ce qui en sort. Ça va être beaucoup le fait de créer des concepts et de passer du concept au modèle économique et certainement à la création d'entreprise avec la logique de marque, etc. Voilà, donc c'est les trois grands secteurs de la SAT Île-de-France Innove. D'accord. Quels vont être vos rapports avec les services de valorisation, avec INSERM Transfert? Comment ça s'articule tout ça? Alors, la SAT Île-de-France Innove, elle va se mettre en place progressivement. Il est prévu que l'Assemblée générale constitutive ait lieu en janvier et qu'elle soit opérationnelle d'ici mars. Dans un premier temps, elle va avoir une équipe d'une quinzaine de personnes. Il est évident qu'on ne va pas du jour au lendemain assommer la SAT en termes de masse salariale. Ça, c'est le premier choix. Et qu'on ne va pas jouer dans une compétition qui serait un petit peu absurde avec les organismes qui existent déjà, comme INSERM Transfert et FIST. Donc je pense, enfin c'est pour l'instant ce qui est la voie que l'on prend, on va nouer un partenariat entre la SAT et INSERM Transfert ou FIST pour gérer au mieux le besoin de monter en compétences. Et c'est ce partenariat que le futur PDG devra mettre en place. C'est pas à moi d'en décider aujourd'hui.
qui va résoudre et répondre à cette question. Monsieur Delard, au niveau de la SAT en PACA, est-ce que le modèle est comparable? Est-ce que toutes les SAT ont le même modèle ou pas? Non, toutes les SAT n'ont pas le même modèle. Tout d'abord en termes de périmètre et puis aussi en termes d'organisation. Et puis aussi en termes de modèle économique. Donc la SAT PACA Corse regroupe en fait comme actionnaires les 7 universités. Donc il y a 6 universités en PACA, les 3 de Marseille, Toulon, Nice et puis Avignon. Et puis l'université de Corse, donc ça fait 7 universités. Et puis il y a les 2 EPST que sont le CNRS et l'INSERM. Et ensuite, le dernier, c'est l'école centrale de Marseille. Donc ça fait donc 7 et 2, 9 et 1, 10 actionnaires de la SAT. Donc ça, c'est une première différence. Dans les domaines, on rejoint un peu la SAT Innove. On a la santé, qui est très importante en région PACA. On a les éco-activités et puis on a les TIC, très important. Il faut voir qu'en PACA, en région PACA, on a 9 pôles de compétitivité qui regroupent un peu ces grands thèmes, la santé, les TIC, et puis les éco-activités, les éco-technologies. Ensuite, grosse différence, nous, on vise dans le modèle économique une équipe à terme de 50 personnes. Et on pense mettre en place cette équipe le plus rapidement possible, parce que dans le cahier des charges des SAT, il est mentionné que la SAT doit être autosuffisante, enfin équilibrée, au bout de 10 ans. Et pour qu'elle soit équilibrée au bout de 10 ans, il faut qu'il y ait des revenus de licence ou des revenus de brevets qui soient conséquents. Et pour cela, il faut démarrer très vite la machine. Et donc nous, il y a une montée en puissance très forte des équipes. Après, en ce qui concerne l'INSERM et le CNRS, eh bien effectivement, à partir du moment l'INSERM négocie avec la SAT les laboratoires qui pourront être valorisés par la SAT, mais ce n'est pas une position tout à fait tranchée pour l'instant. Le CNRS, c'est un peu plus clair, sachant que là où les universités seront les laboratoires tête de pont, ce sera la SAT qui s'en occupera. Et après, en termes de modèle économique, nous ici, on est en PACA, on est sur un modèle où c'est les universités qui restent propriétaires, enfin les actionnaires qui restent propriétaires des brevets, et par contre qui confient une licence exclusive à la SAT, et la SAT sous-licencie. Donc ça, c'est un modèle qui n'est pas tout à fait pareil. Par exemple, je sais qu'en Alsace, c'est la SAT qui est propriétaire des brevets. Donc il y a une différence. En Paris, je ne sais pas. Chez nous, ce sera pareil. Comme nous. Comme nous, d'accord. Donc oui, il y a des différences. Il y a des différences dans les SAT parce que le périmètre n'est pas pareil, le modèle économique n'est pas pareil, l'organisation n'est pas la même, les domaines d'activité ne sont pas les mêmes. Donc c'est quand même des outils assez différents. Même s'il y a dans le cahier des charges, par exemple, un statut unique. C'est une SAS, une société d'action simplifiée, qui est imposée avec des statuts assez imposés, avec un PDG. On n'a pas un président et un directeur, on a un PDG. Des choses comme ça. Enfin, on pourrait rentrer dans les détails, mais enfin, donc il y a un cadre fixé par l'État, mais malgré tout, il y a quand même pas mal de différences entre les SAT. D'accord. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait un petit peu approfondir un élément quand même important dans les SAT, c'est la maturation de projet par rapport à ce qui existait avant? Nous, c'est très clair. Hein. Nous, le ministère, donc on avait demandé plus, mais le ministère nous a envoyé une lettre en nous disant que le budget de la SAT PACA Corse, pour donner un exemple, serait de 78 millions d'euros. Donc on a demandé 85, on est 78. Et en fait, dans notre modèle économique, sur ces 78 millions d'euros, 68 seront investis dans la maturation. Donc ça, vous voyez bien l'échelle. Il faut savoir que ces 68 millions subventionnés, en fait, représentent 155 millions d'investissement. Parce que dans la maturation, il n'y a pas que la SAT qui investit, il n'y a pas que le côté public. Il y a aussi les futurs industriels qui sont potentiellement utilisateurs du brevet. Voilà. Donc il y a un co-investissement dans les phases de maturation. Voilà, donc pour vous donner, et on a distingué trois types de maturation. Une maturation que l'on qualifie de classique à 100 kg euros, une maturation que l'on qualifie d'exceptionnelle à fort potentiel qui serait de l'ordre de 500 kg euros par projet, et puis une maturation qui se fait par l'intermédiaire des startups. C'est-à-dire qu'on considère que dans certaines maturations, il n'y a pas d'utilisateurs finaux envisageables parce que c'est un nouveau marché, c'est un nouveau modèle, etc. Et dans ce cas-là, ça sera la SAT qui financera la maturation avec objectif de création de start-up. On a mis en place un petit dispositif de création de start-up.
Donc, sur la SAT Île-de-France Innov, on a eu donc de la part du ministère en fonds de maturation 68 millions d'euros également. On aurait peut-être dû demander plus, mais voilà, c'est ce qu'on a eu. Donc on vient de finir de retravailler du coup le plan d'affaires pour arriver à atteindre des objectifs, parce qu'il faut savoir quand même que les SAT, c'est quelque chose d'important, seront évalués dans 3 ans. Hein. Et donc soit elles ont tenu leurs objectifs définis dans les plans d'affaires, soit je pense que ce sera la clé sous la porte. Donc il y a quand même, on est quand même dans une logique il faut le dire, de rentabilité, de mode projet et de se fixer des objectifs qu'on atteint, ce qui personnellement me plaît beaucoup. Et donc dans ces objectifs, il y a le fait de détecter, je pense que le plan d'affaires de la SAT Île-de-France Innov, sans le donner, on peut dire qu'il repose quand même sur 2 éléments principaux qui sont la montée en puissance du nombre et surtout de la qualité des déclarations d'invention. Donc un investissement assez important sur ce qu'on appelle l'unité business amont et le sourcing, et une montée en puissance également assez considérable donc sur la concession de licences et la création de start-up. Pour ce faire, donc, on a également réparti le fonds de maturation sur deux types de maturation. Ce qu'on appelle la prématuration, c'est des petits projets avant même le dépôt de brevets qui nécessiteraient quelques études complémentaires pour améliorer le positionnement et obtenir des résultats afin d'avoir des brevets qui soient réellement solides. Et puis des projets de maturation avec deux tailles de projets. Des projets ça varie d'un secteur à l'autre. Hein. Les besoins en TIC ne sont pas les mêmes que les besoins en sciences du vivant. Mais pour simplifier, donc, on est sur des projets à 150 kg € d'un côté et d'autres projets qui semblent être des pépites où on va monter à 300 kg €. Voilà, c'est ce qui est prévu actuellement. Avec donc comme modèle à la fin soit un transfert direct à l'industrie lorsqu'il y a des industries qui existent et qu'elles sont prêtes à investir et à développer le produit derrière, parce que c'est ça quand même derrière. Donc industrie si possible française, mais bon, si c'est pas français, ce sera étranger. Et puis également, donc lorsqu'il n'y a pas d'industrie, lorsqu'il n'y a pas de marché réellement existant, la création de start-up et tout ce qui va avec des liens assez importants avec un ensemble d'incubateurs bien connus dans la région de France. Est-ce que dans la phase de maturation, parce qu'on est toujours là, j'imagine que vous allez travailler de manière très rapprochée avec Oseo. Oseo entrera dans le soutien à ces projets, je pense. Non ? Oseo est actionnaire de droit, parce qu'en fait, il faut savoir que dans les SAT, il y a 12 sièges au conseil d'administration qui sont imposés, et il y en a 8 pour les actionnaires régionaux, et il y en a 4 pour l'État. Et dans ces 4 pour l'État, il y en a un à la Directe, un à la DRT, un Oseo et un c'est la Caisse des dépôts. Donc Oseo est actionnaire des SAT. Par contre, nous, l'expérience que l'on a en PACA Corse, c'est que dans le montage de la SAT, Oseo a été peu partie prenante. Et moi, j'avoue que j'ai pas la vision. Alors encore une fois, moi, je suis cabinet conseil, hein, donc je suis pas. On a aidé le montage du dossier, mais on n'est pas les acteurs finaux du dossier. Je connais pas bien les négociations avec Oseo pour l'instant. Pour l'instant, Oseo n'est pas très présent chez nous. Alors chez nous, il n'est pas très présent, non plus, bien qu'il y ait eu quand même un premier contact en ce qui me concerne. Ils vont être actionnaires. Je pense qu'au-delà de l'actionnaire, c'est vrai qu'ils ont des compétences très intéressantes, notamment des connaissances sur le tissu industriel et la capacité des entreprises à intégrer des technologies. Donc ça va assez loin dans leur connaissance de l'industrie. Et je pense que ça peut être qu'intéressant, à la fois peut-être pour la constitution des comités d'investissement qui vont décider du go-no-go sur le dépôt de brevet et sur les maturations. Et peut-être également avoir dans le cadre d'un contrat de collaboration avec Oseo pour affiner les plans de développement projet par projet. Bien.
Je pense, avant de revenir avec le cabinet InnoTSD sur un retour d'expérience en Allemagne, puisque la valorisation de la recherche en Allemagne semble plus avancée, je sais pas. C'est différent. C'est différent. Si vous avez des questions à poser en direct, puisqu'on a un peu moins de conférenciers, c'est possible. Sinon, moi, je continue à poser des questions, mais peut-être que vous en avez aussi. On peut vous passer aussi un micro dans la salle. Pas de questions ? D'accord. Moi, j'aurais une dernière question avant de passer au modèle allemand. Donc, si je prends par exemple la SAT Île-de-France Innov, qui sera sûrement basée à Paris, donc il y aura une structure privée mutualisée pour plusieurs établissements. On a vu donc le processus de maturation, mais pour l'identification de projets sur site, comment ça va se passer ? Donc, comme je l'ai dit, c'est un des enjeux par rapport au plan d'affaires. La détection et la sensibilisation. Sachant qu'une grande partie de la sensibilisation se fait aussi lorsque un chercheur souhaite déclarer une invention. Dans toute la construction de sa déclaration d'invention, il y a déjà beaucoup de choses qu'on lui apprend. Donc, c'est très important d'être le plus proche possible du chercheur. Ça a été acté dès le dépôt de projet, ça. On est en train actuellement de faire un très très gros travail de caractérisation très précise de l'activité jusqu'à l'échelle de site, c'est-à-dire de bureaux, on va dire, à l'intérieur de... Donc c'est un travail très important de caractérisation qui se fait justement pour calculer les équivalents temps plein qu'il faut mettre sur chaque site et évaluer le déploiement. Donc il y aura un réseau sur chaque site. L'unité business amont, la SAT Île-de-France Innov, elle va organisationnellement se composer avec un président directeur général et un directeur adjoint, un staff support avec un cabinet pays, en relation avec des cabinets pays, et une direction des finances et RH. Et après, on va avoir 4 business units qui chacun vont donc avoir des objectifs financiers et devront y répondre. La première business unit, c'est ce qu'on appelle la business unit amont. C'est là où c'est le sourcing et la sensibilisation. C'est donc, et elles, concrètement, les chargés de détection qui vont y travailler seront situés au plus près des laboratoires, au plus près des sites, et on devrait donc garder, en tout cas il y a un fort enjeu pour garder nos chargés de détection qu'on a déjà actuellement sur le Val-de-Marne et sur l'Est francilien. Et puis à côté de ça, il y aura 3 business units commerciales, une business unit en santé, une business unit en environnement et une business unit en sciences humaines et sociales, où on travaillera sur le patrimoine culturel et l'ingénierie pédagogique. Et chacune de ces 3 business units feront donc la maturation et tout ce qui est préparatoire à la concession de licence. D'accord. Pour PACA, c'est la même chose pour PACA, c'est très similaire, l'organisation est assez similaire. Nous, on a effectivement insisté pour que ce qu'on appelle les conseillers de valorisation locaux, les CVL, soit dans chaque établissement. Donc en fait, et d'ailleurs ils existent déjà. Donc nous en fait on incorpore ces personnels dans la SAT, on multiplie leur temps de travail et puis ils sont sur site. Donc c'est très important qu'il y ait des correspondants locaux dans chaque université et on incite nous les territoires, quels qu'ils soient, en région parisienne, à avoir des chargés de valorisation sur le territoire. C'est très très important. D'accord. Et qui seront salariés de la SAT. Et qui sont salariés de la SAT. Oui, voilà. D'accord. Ok. Une question. Je me demandais s'il allait y avoir une plateforme sur laquelle on allait retrouver les travaux à valoriser. Et si cette plateforme allait être publique, et si elle allait être en interconnexion entre les différentes SAT. Alors moi je peux vous donner une première réponse parce que dans les investissements d'avenir, il y avait 1 milliard d'euros pour la valorisation de la recherche. Et là, on a parlé de 900 millions qui vont vers les SAT, mais il y a 50 millions qui vont vers des SAT thématiques. Donc il y en a déjà une sur la santé, il y en a une sur les TIC, etc. Donc ces SAT thématiques vont effectivement fédérer au niveau national, sur un domaine particulier, tous les projets. Donc eux vont peut-être créer des plateformes. Première réponse. Deuxième réponse, les 50 millions restants vont être affectés à France Brevet, qui est une entité nationale
qui est chargé de récolter tous les brevets qui existent dans les établissements de recherche en France, de faire du pooling, ce qu'on appelle, du pooling de brevets. Et eux vont mettre en place une plateforme. Donc il y aura une plateforme déjà par France Brevet. Après, au niveau des SAT, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Alors moi, ce que je pense qu'on peut rajouter quand même, c'est que il faut savoir qu'on a une obligation. Il y a un document qu'on appelle le contrat bénéficiaire qui lie en fait donc la SAT et les actionnaires à l'ANR qui est le financeur en fait. Et il y a une petite clause dans ce contrat bénéficiaire qui dit que les SAT s'engagent à communiquer entre elles et à ouvrir leur information aux autres SAT. C'est pas anodin et je pense que c'est bien parce que je pense qu'un des gros enjeux, et on est tous quand même dans cette logique, c'est de passer de la logique du brevet à la logique du produit et des brevets qu'il faut pour faire le produit, c'est-à-dire des grappes de brevets. Donc si on reste centré sur sa SAT, ça va pas être une démarche très intelligente pour aller vers des grappes de brevets. Et puis ça va nous faire des dépôts de brevets sur des déclarations d'invention, alors qu'il existe déjà des brevets assez intéressants par ailleurs. Donc je pense qu'on va aller vers cette logique-là. Et il me semble évident également que le développement d'une plateforme pour présenter en commun les technologies, c'est qu'une bonne idée dans une démarche commerciale, quoi. Bon, je pense qu'on peut passer maintenant peut-être à un petit témoignage sur l'expérience allemande. Oui, alors effectivement, Inno, c'est un groupe de 65 personnes, il y a 30 personnes en France et puis le reste en Allemagne et en Suède. Alors là, vous avez un petit diagramme qui montre l'existant de la recherche en Allemagne, la recherche publique. Et donc vous voyez que effectivement il y a des instituts comme le Max Planck qui sont sur la recherche fondamentale et puis tout ce qui est Fraunhofer, Helmholtz, etc. qui sont plus vers la recherche appliquée. Donc nous, Inno, ce qu'il faut savoir, donc on prend le slide suivant. Donc vous voyez ici en fait ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui se passe en France maintenant, et ça s'est passé en Allemagne il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'en 2001, le ministère fédéral allemand a lancé un appel à projet pour qu'il y ait des Patent Valorization Agency, des PVA, qui se créent à l'échelle de tous les lands allemands. Et donc c'était un appel à projet, donc il y a eu des candidatures qui se sont faites, etc. Et nous, Inno, on a négocié avec une région, le Mecklembourg, qui est dans le nord-est de l'Allemagne, on a négocié pour qu'il y ait une PVA public-privé. Alors en France, dans la SAT, c'est pas possible parce que dans le cahier des charges de la SAT, il était bien spécifié que tous les actionnaires de la SAT devaient être publics. Mais en Allemagne, il y avait cette ouverture au privé. Donc nous, on a dit aux universités et centres de recherche de Mecklembourg, écoutez, on va créer la Patent Valorization Agency pour s'occuper des brevets, mais nous, Inno, on vous apportera la dimension marché et puis création d'entreprise. Et donc c'est quelque chose qui a fonctionné. Donc nous, dans ce petit schéma, PVA-MV, Mecklembourg-Vorpommern, c'est un partenariat entre Inno et les centres de recherche universités du territoire. Mais il faut savoir qu'il y avait d'autres PVA autour. Donc en fait, maintenant, la situation que l'on a, c'est qu'on a deux sociétés qui travaillent dans ce domaine de la valorisation de la recherche. On a donc Engage, qui est l'équivalent de la SAT, c'est-à-dire qui en fait fait le sourcing, l'analyse des brevets. Alors la grosse différence que l'on a avec la France, c'est qu'on n'a pas de fonds de maturation. Donc il y a des programmes publics de maturation en Allemagne, mais il faut, projet par projet, aller chercher ces fonds. Alors que dans la SAT, on a ces fonds à disposition, on peut les mobiliser beaucoup plus vite. Donc nous, on a une société, effectivement, Engage, qui fait du sourcing, qui va dans les laboratoires, qui détecte les inventions, qui les analyse, etc., avec des conventions avec l'université. Et puis, on a effectivement une structure qui s'appelle MORE, qui est une structure de financement, parce qu'on s'est aperçu, et ça c'est un petit peu ce qui manque dans les SAT, on s'est aperçu qu'effectivement, tout ce qui concerne la création d'entreprise, le lien avec le financement de la création d'entreprise n'est pas assuré. Bon, il existe avec les incubateurs, etc., mais enfin, il n'est pas assuré. Nous, on a ressenti le besoin d'avoir ce financement et on utilise des fonds structurels et puis des fonds privés. Alors, on a 4 implantations parce qu'on est parti en 2001, on est parti de l'implantation de Rostock, mais depuis, on s'est développé sur Karlsruhe et on s'est développé sur Leipzig et Berlin. Pourquoi ? Parce que dans chacune de ces villes, on a des partenariats avec des centres de recherche. On travaille beaucoup avec les Helmholtz, qui sont des centres de recherche plutôt appliqués.
et thématiques. Et donc, ils sont dans ces villes. Et donc, on a ouvert des bureaux dans ces villes. Et vous avez les chiffres à côté. Donc, 300 brevets qui ont été actés. Hein. Et puis, au niveau création d'entreprise, on est à 15 startups qu'on a accompagnées de façon très proche. Je vais revenir. Oui, donc là c'est la liste des établissements avec lesquels on travaille. Hein. Bon, pour ceux qui sont familiers avec les centres de recherche allemands, vous reconnaissez certaines universités et certains centres. Oui, suivant. Donc effectivement, nous, notre apport par rapport au SAT allemande, je pourrais dire, notre apport, c'est effectivement de faire des travaux classiques d'analyse de brevets, de dépôt de brevets, d'analyse de prématuration, etc. Mais c'est aussi, surtout, d'accompagner tout ce qui touche à la création d'entreprise. Donc effectivement, on fait tout le processus, depuis la détection jusqu'à la création d'entreprise. Et ça va très loin, puisqu'on investit dans les startups hein, que l'on accompagne. Et puis on gère, pendant la première année, on gère ces startups avec des personnes qui sont chez nous. Oui. Bon, là, ce sont les conditions pour lesquelles on investit dans une start-up. Vous voyez qu'il y a 4 grands domaines qui doivent être à peu près étudiés chez nous dans les incubateurs. Hein. Pour nous, il y a premièrement l'implication du chercheur. Ça, c'est très, très important. Le deuxième lien, c'est effectivement la technologie, le potentiel de la technologie. La troisième chose, c'est le marché. Et puis la quatrième chose, c'est effectivement la disponibilité de travailler avec Inno, puisque nous, on a certaines règles précises pour travailler avec eux. Et puis, oui. Voilà, le suite. Et puis, effectivement, bon, là c'est le rôle d'Inno, mais ça, je ne vais pas rester, j'ai déjà dit le principal. Et puis, je crois qu'il y a encore un exemple. Oui, voilà, donc c'est une société. Alors, donc, actuellement, je vous l'ai dit, on a 15 startups en portefeuille. Et donc, elles ont 5 ans à peu près d'âge pour la plupart. Celle-ci a été créée en 2008, hein, donc elle a 3 ans. Et donc, effectivement, on cherche à les valoriser. Donc, vous voyez, ce qu'on peut retirer de ce slide, c'est que ça a commencé, les premiers travaux de déclaration d'invention, etc., ont commencé en 2004. La société a été créée en 2008, donc de notre point de vue, il faut 3-4 ans pour passer vraiment d'une invention à une création d'entreprise. Et ensuite, une fois qu'on a créé l'entreprise en 2008, eh bien, il a fallu trouver des investisseurs. Donc ça a encore pris 2 ans. Et ensuite, maintenant, l'entreprise, on peut considérer qu'elle est mature et cessible de notre point de vue, hein, puisque nous, notre objet, c'est de porter l'entreprise, mais pas très longtemps, hein, de sortir le plus vite possible. Donc effectivement, on voit que là, en 2010-2011, cette entreprise maintenant est reconnue sur son marché à une dizaine de personnes, donc un chiffre d'affaires proche du million d'euros, et qu'elle a gagné des prix au niveau national allemand et puis européen. Donc voilà, donc pour vous montrer un peu le type d'accompagnement que l'on fait, et puis le temps que ça prend. Hein, ça prend, il ne faut pas que ça soit dans une démarche de brevet, de maturation, etc., ou de création d'entreprise, ça prend du temps. Voilà, donc si on compare l'expérience allemande et l'expérience française, on voit qu'il y a un décalage de 10 ans. Par contre, la grosse nouveauté en France, c'est qu'il y a des fonds de maturation mis à disposition des organismes de valorisation, alors que les PVA n'ont pas ces moyens-là. Elles ont des moyens de brevet, mais pas des moyens de maturation. Et ça, c'est très très important, ça fait une grosse différence. Voilà ce que je pouvais dire rapidement. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette comparaison, hein, qui est vraiment très très intéressante. Je pense qu'on va suivre tous de très près 2012 avec la sortie des SAT, quand même la sortie réelle des SAT en France. Hein, donc on sera très vigilants. En attendant, je vous remercie beaucoup et je pense qu'on nous attend au cocktail. Merci.